Mesdames, messieurs, une crise commence toujours par un endroit précis. Est-ce que vous vous rappelez de Lehman Brothers en 2008? Cette banque-là a emporté avec elle tout le secteur bancaire aux US qui a lui-même déclenché une récession mondiale. Donc tout part d'un endroit précis qui déclenche l'avalanche. Et aujourd'hui, le meilleur candidat pour ce prochain séisme financier n'est nul autre que mon pays, The Bee, le Japon. Voilà, on est dans la merde avec un tableau sombre de ratio entre la dette et le PIB qui est parmi l'un des plus élevés au monde. Une démographie qui fait que baisser et une croissance à terre. Rajoutez à ça un peu d'inflation et vous rendez compte de la merde dans laquelle on est. Mais le pire, c'est pas ça, c'est le marché obligataire, les amis, qui pourrait être le premier domino d'une longue série. Donc voilà, l'intro, elle est simple, c'est à la gueule d'une véritable bombe à retardement économique qui pourrait faire saigner nos portefeuilles. Vous auriez toutes les banques qui seraient obligées de remonter leur taux d'intérêt et plonger tout le monde entier dans une récession mondiale. Donc voilà l'importance du sujet que je vais traiter aujourd'hui sur le Japon. Mesdames, messieurs, accrochez bien vos ceintures, on est parti. Et comme d'hab, avant de commencer les gars, pensez à liker, commenter, partager. Hey, j'ai racheté un nouveau setup, petit fond vert, tout ça me l'air, les gars, on est très bien en ce moment. Donc voilà, vous avez compris le contexte, on est globalement dans la merde, tous les marchés sont anxieux par rapport à ce qui se passe au Japon, le prix du riz ne fait que augmenter, on a une très grosse inflation, une dévaluation du yen qui est juste colossale, et ici on a le Japon qui a mis fin au carry trade, donc le carry trade a duré 17 ans. Alors avant de commencer le carry trade, je vais vous expliquer en deux de ce que c'est. Rappelez-vous, je crois que j'en ai déjà parlé. Non, c'était dans mon groupe privé que j'en ai parlé d'ailleurs. Réouverture du groupe privé, j'en profite. Donc tous ceux qui veulent, vous voyez toutes les opportunités que je partage comme ça sur YouTube gratuitement et publiquement, bah vous l'avez en avant-première. Donc dites-vous que tout ce que vous voyez là, partez du principe que tout mon groupe privé est déjà placé sur toutes ces opportunités avant vous. Donc si vous voulez être dessus, vous pouvez rejoindre, je vous mets le lien du Telegram, du groupe public en description. Ok, le groupe public, et vous avez juste à me contacter sur le groupe public pour faire la demande pour rejoindre mon groupe privé. Voilà, on est bon. Donc le carry trade, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la Banque Centrale du Japon a mis des taux d'intérêt à 0%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut emprunter de l'argent au Japon gratuitement. Ça ne coûte rien, ça coûte 0 €. Voilà, ça c'est du carry trade. Ça coûte rien d'emprunter. Et dans ce cas de figure, le Japon et le yen est tellement bon marché que vous avez des petits malins qui en profitent parce que, en vrai, c'est logique, ok? Donc le carry trade, c'est quand vous avez un déséquilibre entre deux marchés, ok? Tout le grinta de la finance mondiale a commencé à regarder le Japon, à se dire ah ouais, on peut emprunter sans payer d'intérêt, on peut emprunter gratuit, c'est carré. Donc qu'ont fait les gens? Bah vous avez tous les hedge funds, toutes les grosses banques qui sont allées emprunter de l'argent au Japon en yens parce qu'il n'y a pas d'intérêt, et cet argent-là ensuite on le convertit dans une autre devise comme du dollar ou de l'euro et on viendra le placer sur des actifs, même s'il n'y a pas énormément de rendement. Généralement les gens ils plaçaient sur des actifs entre 3 et 5% pour vous dire, donc c'est pas des trucs qui rapportent de ouf, mais c'est des trucs archi safe où vous êtes sûr de toucher vos 3% admettons, et vous partez du principe que vous ne payez pas d'intérêt sur l'argent que vous avez emprunté. Donc en fait, c'est littéralement de l'argent gratuit, et si le yen reste stable, vous gagnez la différence, parce que en fait, vous allez juste rembourser la même somme que vous avez empruntée sans rembourser d'intérêt, et vous avez posé ces sous-là que vous avez empruntés sur 5%. Est-ce que vous captez la mécanique? Ça, c'est du carry trade, c'est un trade qui est gagnant à tous les coups. Donc ce qui s'est passé avec cette situation de carry trade qui a duré quand même 17 ans, hein, on en parle là, ils ont monté les taux d'intérêt à 0,25, j'y reviendrai après, mais le carry trade a duré 17 ans, et pendant ces 17 ans, vous avez des milliards et des milliards de yens qui ont été empruntés pour être investis à l'étranger, et ça a créé une sorte de bulle mondiale artificielle avec un énorme levier sur le yen, ok? Donc des taux qui sont bas, vous allez me dire, logiquement, c'est bien, oui, c'est bien des taux qui sont bas quand l'inflation est maîtrisée, etc., mais les maintenir à 0% volontairement pendant 17 ans, à un moment donné, les gars, c'est un peu de la manipulation. Et donc c'est pour ça que, arrivé fin 2024, la Banque du Japon s'est réveillée et s'est dit, bon les frères, on a peut-être un peu abusé, on va relever le taux d'intérêt, on va le mettre à 0,25. Voilà, 0,25 c'est bon les gars. Et 0,25 là, vous vous dites, bon, c'est rien, les gens vont continuer à faire du carry trade, sauf que non. Là, on passe de 0 à 0,25, on passe de pas d'intérêt à des intérêts. C'est la différence, elle est là, elle est colossale. C'est-à-dire que on avait des trades, entre guillemets, des investissements gagnants à 100% de probabilité, et là on passe à 50% de proba. C'est comme si vous dérégliez de 1 microseconde une montre suisse. Donc sur le coup, on se dit que l'impact il est un peu léger, mais avec le temps, l'impact et l'écart deviendra colossal. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Donc tous les petits malins qui avaient emprunté de l'argent en yens pour aller le poser sur des intérêts assez bas, 3, 5%, etc., quand ils voient cette news-là, ils font quoi? Ils se disent, ça commence à puer, je vais fermer mes positions. Donc tous ceux qui ont emprunté du yen, admettons moi j'ai emprunté du yen sans intérêt, je l'ai placé sur, pour l'exemple le plus bidon possible, je vais dire que je l'ai placé sur du livret A. J'ai emprunté l'équivalent de, c'est 22 000 que tu peux mettre sur un livret maximum. Admettons que j'ai emprunté l'équivalent de 22 000 €, donc je l'ai emprunté en
en yens, je l'ai converti en euros, ça me fait 22 000 euros, je l'ai mis sur un livret A, et c'est censé me rapporter 3% à l'année, ok? En gros, c'est juste, bah, j'avais pas 20 000 balles à mettre, je l'ai emprunté gratuitement pour tout mettre sur du livret A et gagner 3% de 22 000, vous comprenez? Bref, maintenant que, en fait, j'ai un intérêt à payer sur l'emprunt que j'ai fait, parce que de base, j'ai emprunté parce que c'était gratuit, et j'ai placé cet argent-là sur des taux faibles, garantis, parce que ça me coûtait rien d'emprunter, bah maintenant, ça me coûte de l'oseille, donc c'est chiant, et ça me mange sur le bénéfice que je vais faire, donc l'opération, elle vaut plus le coup. Donc autant que je clôture tout et que je me mette pas dans la merde. Et bah ça, c'est ce que sont en train de faire les gens. Mais rembourser l'intérêt du prêt, je dois le rembourser en yens, les gars. Et l'argent, je l'ai mis en euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les traders, tous les hedge funds, toutes les grosses banques qui ont fait du carry trade pendant 17 ans et qui se sont gavés les couilles gratuitement, et bah ils sont en train de vendre du dollar, ils sont en train de vendre de l'euro pour l'échanger en yens, pour obtenir du yen et rembourser leur prêt, pour sortir de toute cette merde. Et bah du coup, les gars, la demande en yens est juste colossale. Vous avez des centaines de milliards qui bougent en quelques heures sur l'ensemble du marché et des bourses mondiales dès que vous avez la news qui est tombée. Hein. Dès que cette news est tombée, les gars, dites-vous que vous aviez des milliards de milliards qui sont partis de l'euro et du dollar pour acheter du yen. Et là, vous voyez, ça, c'était le 31 juillet 2024. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Oui, rappelez-vous quand votre portefeuille il saignait là. Vous vous rappelez quand votre portefeuille il saignait? Et bah c'était le bottom du marché. C'était le 2 août, donc 2 jours après, les gars, c'était là où le marché crypto s'est effondré à cause de cette news là, parce qu'on parle du yen, et le yen c'est quand même la troisième plus grosse devise derrière le dollar et l'euro, donc tout ça a affolé tous les marchés, toute la bourse mondiale, ça a été hyper violent et la volatilité a été telle que ça s'est impacté sur les crypto-monnaies comme d'habitude. Donc ça, c'était la première vague qu'on s'est pris dans la gueule, mais aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est que le marché obligataire au Japon, il est toujours sous tension, ok? En mai, je vais vous montrer, en mai, on avait, voilà, l'effondrement de la demande de la dette japonaise. Les taux montent à 3,6% pour les 30 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez des rendements, donc des obligations gouvernementales japonaises, les obligations long terme 30 ans, le rendement a dépassé 3%, ok? Pour les obligations long terme 40 ans, ça a dépassé 3,6%, c'est un putain de record. Alors, est-ce que, oui, voilà. Le rendement des obligations japonaises à 30 ans a grimpé de 17 points pour atteindre un niveau record de 3,14%. Le rendement à 40 ans a bondi de 15 points pour atteindre 3,6%, un niveau historique. La demande des investisseurs en matière de duration ralentit structurellement. Voilà ce qui est en train de se passer au Japon, et ça, c'est pour moi le pire qu'on peut se prendre dans la gueule. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs n'ont plus confiance en l'avenir du pays. Voilà ce que ça veut dire, c'est aussi simple que ça. En gros, tu prêtes de l'argent à un gouvernement, mais comme t'as pas la certitude et t'as même pas confiance en fait en ce pays qui va te rembourser, toi tu demandes un taux d'intérêt plus élevé pour que tu puisses te couvrir, ok? Et du coup, si tu demandes un taux plus élevé, ça renforce forcément le dollar, et vous avez des milliers, des milliards de dollars en levier mondial à cause du carry trade qui risque de se dénouer, encore une fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement ça fait un gros appel de marge, et enfin bref, c'est la merde au plus haut. Et JP Morgan avait d'ailleurs averti en 2024 que ça, c'était que la première phase, les gars, et qu'on allait potentiellement connaître une deuxième phase. Donc là, ça veut dire que ce qu'on a connu en août 2024, entre le 2 et le 5 août, quand on a eu le bottom là sur les cryptos, parce qu'il y a une volatilité monstrueuse, ça, on peut potentiellement le reconnaître à l'heure actuelle. Donc forcément, vous avez des investisseurs qui sont inquiets, hein. Et la situation du Japon n'arrange pas les choses en fait, parce que regardez, le Japon, on a une nouvelle baisse de record de la population. C'est l'une des populations déjà les plus endettées, comme je vous l'ai dit dans l'intro, hein. Je crois que le ratio de dette par rapport au PIB, nous en France c'était quoi? C'était 110% du PIB, au Japon c'est 250, voilà, pour vous dire. Ça veut dire que le Japon, pendant 2 ans, toute la richesse que le pays produit, en fait en 2 ans, ça n'équivaut même pas à la dette qu'ils doivent payer en 1 an. Est-ce que vous captez? Enfin bref, c'est la merde la plus colossale, et en plus de ça, c'est le pays le plus vieux. Je parle en termes de population. Nouvelle baisse de record de la population en 2024 malgré les efforts financiers. La population japonaise a baissé de 123 millions de personnes selon un nouveau recensement. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Au Japon, il y a 1 million de plus de décès chaque année que de nouveaux nés. Le pays est dans une merde colossale, et sa population elle fait que diminuer depuis 2008, en diminution de 550 000% sur un an. C'est la baisse la plus forte jamais. Enfin bref, c'est la merde la plus totale. Et dites-vous que d'après des projections, en 2050, le Japon pourrait perdre 20 millions d'habitants. Voilà, 20 millions d'habitants, c'est comme si vous combiniez tous les gens qu'il y avait à Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, vous prenez toutes les plus grosses villes de France et vous enlevez tout ça de la carte de la France, ça fait moins 20 millions. Donc voilà, les projections, elles font peur, et on parle d'un pays à 10 millions d'habitants d'ici 200 ans potentiellement. Dites-vous que de base, il y avait 120 millions d'habitants et on passe à 10 millions, et cette baisse-là, alors pourquoi j'en parle? Vous allez me dire, on s'en fout, Romain, les Japonais. Moi, je suis japonais, les gars, donc on s'en fout pas déjà d'une, et de deux, la baisse de la population, elle a un impact de fou. Pourquoi? Parce que si vous avez moins de population, vous avez beaucoup moins de travailleurs. Si vous avez beaucoup moins de travailleurs actifs dans votre pays, vous avez beaucoup moins de croissance. Et à ce stade,
stade-là, on parle pas seulement des retraites ou des hôpitaux qui sont en danger, voilà, non, c'est toute l'économie japonaise qui risque de s'écrouler. Et j'en viens à ma deuxième partie, qui est le vrai prix du temps. Voilà ce que ça coûte aux Japonais d'essayer de jouer les apprentis sorciers avec les taux d'intérêt, de vouloir les modifier et de les manipuler. Bah ça leur coûte le vrai prix du temps. Et le vrai prix du temps, c'est quoi? C'est les taux d'intérêt, finalement. Parce que oui, les amis, le taux d'intérêt, selon moi, ça mesure le prix du temps. Un taux d'intérêt, finalement, c'est quoi? C'est un prix qu'on te demande lorsque tu prêtes de l'argent sur une certaine durée. En fait, toute la durée où l'argent prêté n'est pas accessible par celui qui te l'a prêté, il le compense par le taux d'intérêt. Donc c'est le prix du temps, les gars. Voilà, c'est ça un taux d'intérêt. Admettons que je te prête, à toi qui regarde la vidéo, 100 €. Voilà. 100 € si tu me les rembourses demain. Qu'est-ce que je m'en fous de te mettre un intérêt? J'en ai rien à foutre parce que j'ai très peu de risques. Ok, si tu me les rembourses demain, bah entre aujourd'hui et demain, il va pas forcément se passer grand chose. Donc le prix du temps, il est nul. Donc je peux te le prêter sans intérêt. Par contre, si je te prête 100 € et que tu me dis je te les rends dans 5 ans, là j'ai beaucoup plus de risques de jamais revoir mon argent. Du coup, le taux d'intérêt que je vais te mettre, forcément, il va être un peu plus élevé. Je vais te dire, bah tu vas me les rendre dans 5 ans avec 5% en plus. Ça, les 5%, c'est le prix du temps. C'est le prix du temps auquel j'ai pas accès à mon argent. Voilà, comprenez. Et tout le système capitaliste dans lequel on vit à l'heure actuelle se base sur ça. Il se base sur le prix du temps. Donc en partant de ce principe tout con, quand le risque est faible, vous avez les taux qui baissent, et quand le risque il augmente, vous avez les taux qui augmentent avec, ok? Et ça agit directement sur le marché obligataire. Quand les taux montent, vous avez le prix des obligations qui baisse, ok? Et inversement, quand vous avez les taux qui baissent, vous avez le prix des obligations qui monte. Donc un taux d'intérêt, alors là on va rentrer un peu dans l'économie, donc accrochez-vous un minimum. Le taux d'intérêt normal, ok? Ça doit correspondre à la croissance nominale d'un pays. La croissance nominale, c'est quoi? C'est constitué de la croissance réelle du PIB avec l'inflation, ok? Il faut prendre les deux en compte. Donc si vous avez un pays qui a une croissance nominale de 2%, le rendement de ses obligations de long terme doivent rapporter 2%, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse règle de Taylor. Là, vous allez me dire, ouais, je comprends rien, cette règle suggère un taux d'intérêt relativement haut quand l'inflation dépasse sa cible ou quand l'économie semble en surchauffe, et inversement, un taux d'intérêt relativement bas dans les situations opposées. Alors, vous allez me dire, Romain, je comprends pas, mais ça, c'est un sujet qu'on traite à peu près tous les jours. Vous savez, à chaque fois que je vous dis, bah, si l'inflation est basse, les taux d'intérêt, on peut les baisser. Si l'inflation est haute, on va monter les taux d'intérêt. C'est relativement la même logique. Donc là, logiquement, vous avez compris si vous suivez mes vidéos. Sauf que si on manipule artificiellement les taux d'intérêt, bah, en fait, on dérègle tout. C'est comme pour un bon plat. Voilà, si tu veux un bon plat, tu dois avoir une bonne quantité de sel. Et pour l'économie, bah, c'est un peu la même chasse. Il te faut le juste prix du temps, donc il te faut le vrai taux d'intérêt réel par rapport à ce qu'est réellement ton économie. Et au Japon, étant donné qu'ils ont, entre guillemets, manipulé les taux d'intérêt à 0, et bah ça fout un bordel démoniaque. Et dites-vous qu'ils l'ont fait pendant 17 ans, donc imaginez le bordel que ça représentait. Donc en fait, le système d'argent gratuit, c'est devenu genre la normalité. Et l'économie japonaise, c'est pas un cas isolé, hein. Sur les 20 dernières années, on a pratiquement connu un yen que faible et des taux d'intérêt hyper bas au Japon, et ces mécanismes, ils se sont répandus dans le monde entier. Quand vous avez eu par exemple la crise Covid en 2020, toutes les principales économies mondiales se sont mis à des taux quasi nuls, ok? Les taux nuls, bah ça a permis entre guillemets d'avoir de l'argent gratuitement, ça a permis de relancer l'économie sur court terme, mais la contrepartie, c'est qu'on s'est mangé une vague d'inflation dans la gueule après Covid qui était sale, et toutes les banques centrales ont dû remonter leur taux d'intérêt, ok? Donc là on revient à des taux de marché qui sont basés, qui sont en corrélation avec l'économie. C'est la fameuse règle de Taylor dont je vous parlais juste avant, ok? Donc maintenant pour le Japon, le but c'est de retrouver le vrai prix juste du yen et de leurs obligations, et toute la finance mondiale devra se baser, se calquer sur ces nouveaux prix. Et le problème pour nous, c'est que la volatilité, elle peut venir à cause de ça. On a mis fin, si vous voulez, à des taux manipulés, ça veut dire qu'on revient à l'équilibre, ça veut dire qu'on avait une grosse bulle de levier mondial qui commence à se dégonfler petit à petit, et donc la volatilité peut venir de là. Donc là, on met fin, si vous voulez, à des taux qui sont complètement manipulés, ça veut dire qu'on revient à l'équilibre, ça veut dire également qu'on est potentiellement en train de dégonfler une grosse bulle de levier qui était quasiment en train d'exploser, et du coup, bah, il y a des gens qui peuvent se dire, ok, c'est bon, si les Japonais ont, entre guillemets, arrêté le carry trade, peut-être qu'on va pas connaître une grosse vague de volatilité comme on a connu en août 2024 qui a niqué nos wallets crypto. Et si vous pensiez que l'économie mondiale devrait s'en sortir moins fragile après ça, c'est que vous ne comprenez pas l'économie. Ça, c'est la plus grosse erreur que peuvent faire les gens, en se disant, les Japonais ont raté le carry trade, tout va rentrer dans l'ordre. C'est la merde au plus haut point. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont liés au
Japon, les amis. Rappelez-vous, dans l'intro, je vous ai dit que les Japonais ont un taux d'endettement par rapport au PIB qui est de 250%. Ok. Mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de crise au Japon? Pourquoi le pays n'a jamais connu une crise économique avec un tel taux d'endettement sur le marché? Parce que les Japonais eux-mêmes profitaient du carry trade. Parce que les Japonais, ils avaient un taux d'endettement de 250%. C'est-à-dire qu'ils doivent rembourser des intérêts sur leur dette qui est colossale, mais eux-mêmes, ils empruntaient du yen à 0%. Mais étant donné que ces cons, ils ont remonté les taux d'intérêt à 0,25, tout l'argent qu'ils ont emprunté pour rembourser leur dette, et bah ils doivent la payer avec ce taux de 0,25% en plus. Admettons, là je vais prendre 1% pour que vous puissiez comprendre le calcul, ça va être plus simple. Admettons on passe de 0% d'intérêt au Japon à 1%, ok. Le gouvernement japonais, il doit rembourser 13 milliards de dollars de yens d'intérêt, ok, ça fait à peu près 85 milliards de dollars. Dites-vous que ça, les 85 milliards de dollars qu'ils ont empruntés, c'est con, c'est pratiquement plus que leur budget de défense. Voilà, Rising Rates could affect Japan. Voilà, ils ont remonté les taux d'intérêt, en fait, ils se sont remis eux-mêmes dans la merde. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est drôle. Donc les Japonais, ils ont réfléchi avec leurs pieds, en fait. Ils ont vu que bah c'était archi dur, qu'il y avait trop d'inflation, que les Japonais arrivaient même pas à acheter de riz parce que le riz a pris une inflation de dingue, etc. Ils se sont dit, bah pour combattre l'inflation, on va monter les taux d'intérêt. Sauf que, frère, s'ils montent les taux d'intérêt pour rembourser leurs propres dettes, ils se tirent une balle dans le pied qui est juste colossale. Et s'ils décident de continuer à baisser les taux d'intérêt, à les garder bas, vous avez le yen qui s'affaiblit et toutes les importations, bah du coup, qui deviennent plus chères et les Japonais arrivent plus à remplir leur assiette. Donc comment le Japon peut sortir de cette impasse sans qu'il passe par la dette pour se financer? Le Japon peut, et c'est la seule solution, vendre les actifs qu'il possède. Et devinez de quoi regorge le Japon, et c'est là que ça devient archi drôle, d'obligations américaines. Le Japon, avec 1 trilliard de dollars d'obligations américaines, est le plus gros détenteur de dettes américaines dans le monde. Est-ce que vous comprenez la suite? Et là où on va en venir. Le pays du Japon pourrait se mettre à vendre les obligations américaines, et qu'est-ce que ça entraîne tout ça? Et bah la merde la plus colossale pour les États-Unis, et d'ailleurs le premier ministre du Japon s'était tapé une barre parce qu'il a dit, ah ouais Trump, tu veux me niquer avec les tarifs douaniers, n'oublie pas que je suis le pays qui a le plus d'obligations américaines, c'est moi qui possède la plus grosse partie de ta dette, et si les Japonais se mettent à vendre la dette américaine, ça met les Américains dans la merde la plus totale, parce que n'oubliez pas, et on se base toujours sur les anciennes vidéos dont je vous parlais, si les Américains, avec leur dette qui est colossale également, s'ils arrivent à vivre aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est parce que vous avez les pays étrangers, les investisseurs étrangers qui achètent du dollar, qui achètent des obligations américaines. Et aujourd'hui, le train de vie des Américains est du coup, entre guillemets, indirectement payé par le Japon. Et du coup, si le Japon, qui est lui-même aussi dans la merde à cause de sa dette, si le Japon n'a plus qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est de vendre les actifs qu'il possède et donc vendre les obligations américaines, on se retrouve dans un bordel qui est monumental. Et la réalité, c'est que ça a déjà commencé, les amis. Si vous regardez, je vous invite à lire l'article qui est juste ici, hein. Le Japon commence à vendre petit à petit les obligations américaines. Et du coup, on se retrouve dans une situation où c'est déjà catastrophique pour les États-Unis. Parce que la première des choses, c'est que les États-Unis perdent le plus gros acheteur de dettes qu'ils ont. Et la deuxième chose, c'est que le marché obligataire aux US subirait une grosse pression baissière si le Japon commence à vendre les obligations. Et du coup, les États-Unis n'auraient pas d'autre choix, la banque centrale américaine, pardon, n'aurait pas d'autre choix que de remonter les taux d'intérêt à 5%. Et ça veut dire récession mondiale, ciao, bonsoir. Et c'est pour ça, les gars, que Powell, malgré que l'inflation pour l'instant soit bonne aux États-Unis, on verra avec les chiffres qui vont tomber vendredi, mais malgré tout ça, Powell ne veut pas baisser les taux parce qu'il craint ça. Ok, ça c'est l'angle de vue de Powell qui se dit, bah si on baisse les taux, etc., ok, c'est bien pour les cryptos, Trump... Enfin bref, vous comprenez le bordel dans lequel on est, et c'est juste très compliqué de baisser les taux, de monter les taux, en fait de faire quoi que ce soit, c'est la merde. Et donc là, vous comprenez comment, en partant d'un petit épicentre, qui est le Japon, l'onde de choc peut se propager, et on peut avoir de la merde qui éclabousse partout. C'est littéralement, selon moi, la fin du monde qui est basée sur la dette, et ça arrivera forcément jusqu'à nos portefeuilles crypto qui se feront enculer une fois de plus, si, encore une fois, cette situation-là pour le Japon s'aggrave. Mais la situation pour le Japon et la vidéo que je fais dessus, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que l'économie actuelle qui est basée sur de l'argent gratuit, ça, c'est pas viable dans le temps. Une fois que les taux, ils remontent, tout le monde saute et c'est la merde. Et tout le système actuel est basé sur de la dette et sur la manipulation des taux. Toute cette chasse-là, c'est plus d'actualité, c'est en bout de course, et c'est tout le système monétaire actuel, finalement, qui pue la merde. Et le Japon, c'est le pays qui est le plus poussé dans cet exemple-là, c'est pour ça qu'on en parle et qu'on le prend comme exemple, mais vous avez les États-Unis qui sont juste
d'ailleurs, et l'Europe également baigne dans le même bain. Donc la question c'est comment on peut s'échapper d'un système qui ne fonctionne que lorsque vous avez des taux d'intérêt qui sont à zéro. Bah la réponse est qu'on peut pas sortir de ça, il n'y a vraiment aucune solution possible pour l'instant pour le Japon, et le marché commence à l'intégrer de plus en plus, il cherche des portes de sortie, et c'est pour ça qu'on se tourne vers d'autres actifs, et là vous me voyez venir, d'autres actifs qui sortent du système bancaire classique, bah on commence à se tourner petit à petit vers les crypto-monnaies pour le Japon, et oui mesdames, messieurs, c'est pour ça que vous avez des sociétés, bah déjà vous avez un lawmaker qui veut créer une réserve de valeur en Bitcoin au Japon, vous avez la société Metaplanet qui a investi je sais plus combien de milliards pareil dans le Bitcoin, et en fait bah tout le monde va commencer petit à petit à se tourner vers des crypto-monnaies, vers le Bitcoin, parce que le système actuel qui se base sur les banques centrales, qui se base sur les taux d'intérêt, qui se base sur les tarifs douaniers, qui se base sur les dettes, etc., tout ça, ça ne fonctionne plus, et on le voit à l'heure actuelle avec tous les plus gros pays du monde. Le Bitcoin et les crypto-monnaies deviennent, pour moi, l'arche de Noé numérique. Tout le monde commence à en acheter, tous les États commencent à en acheter. Metaplanet essaie de faire comme Michael Saylor avec Strategy actuellement. Ils font tout, ils empruntent pour acheter que du Bitcoin. Et le tournant crypto du Japon arrive à ce moment-là. Dans le moment où ils sont le plus dans la merde, c'est la seule solution qu'ils trouvent pour essayer de se protéger contre les risques économiques. Alors, on n'est pas aussi avancé qu'aux États-Unis avec potentiellement une réserve stratégique que l'État mettrait en place, etc. Mais l'idée commence à émerger déjà au Japon. Vous avez également le plus gros fonds de pension du monde, qui est japonais, hein, qui commence à investir dans le Bitcoin. Voilà, avec 1430 milliards de dollars d'actifs sous gestion, bah ça, on commence à les foutre en Bitcoin. Donc voilà les solutions qu'ont trouvé le Japon à essayer d'adopter un maximum le Bitcoin, et cette histoire japonaise, c'est pas un simple retour à l'équilibre, c'est juste que ça marque logiquement la fin du système, du modèle économique dans lequel on est actuellement, et on fait une bascule vers un nouvel ordre mondial monétaire, où la crypto-monnaie aura une place centrale, et on est en train de le voir sous nos yeux. Quand vous reliez toutes les infos que je vous ai fait, tout le travail de recherche, vous vous rendez compte que les cryptos, bah finalement c'est peut-être l'avenir. Et ce changement-là, attention, il pourra potentiellement entraîner une petite volatilité. Je vais pas sortir le graphique ou quoi que ce soit, mais c'est possible que sur court moyen terme, si ça se passe très mal pour le Japon, les obligations, que ça mouille les États-Unis, c'est possible qu'on revoie un Bitcoin corrigé assez violemment, qu'on retrouve un minimum de volatilité. Alors je vois pas le Bitcoin, potentiellement on va chercher du 91 000 $, mais ce serait court terme. À terme, à long terme, je vois bien une croissance saine pour le Bitcoin, et ce serait d'ailleurs sain de faire des petits retours, des petites corrections comme ça pour Bitcoin. Et ça, c'est le principal, les amis, comme ça vos enfants, vos petits-enfants, ils seront blindés en Bitcoin, ils auront une meilleure vie. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le sujet qu'on a traité aujourd'hui sur le Japon, qui a toute son importance. J'espère que vous comprenez également les enjeux futurs pour le marché des crypto-monnaies et le système monétaire actuel qui n'est plus d'actualité. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé, et comme d'hab, je vous fais un petit rappel, vous avez le lien du Telegram privé. Alors là, je vous mets le Telegram public dans la description de la vidéo, vous pouvez me contacter, m'envoyer directement un message pour demander l'accès au groupe privé. Donc le groupe privé, ils sont déjà au courant de tout ce que je viens de dire là. Voilà, c'est aussi simple que ça, et le groupe privé aura tous les calls, les trades que je prends en avance et gratuitement. Donc je vous invite à rejoindre le canal Telegram, les gars, il est directement en description. Bisous à tous, ciao.